D'accord. Donc là, on va être live dans quelques secondes. Ok, super. Je pense qu'on est live sur Facebook. Donc, on va attendre un peu que les gens puissent commencer à se connecter. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à vous qui nous rejoignez sur ce Facebook Live de Entre Africa. Donc, il est 14h03. On attend que vous vous connectez. N'oubliez pas de partager la page, partager ce live-là pour que tout le monde puisse avoir accès à l'information dont on va parler aujourd'hui. Parfait, je vois que les gens commencent à se connecter. Bienvenue tout le monde, bienvenue à vous qui vous connectez pour notre Facebook Live d'aujourd'hui. Alors Eric, on est en même temps sur Zoom et on est en même temps sur Facebook. Donc on aura des personnes qui vont être sur Zoom qui vont nous poser des questions et on aura des personnes sur Facebook qui vont nous poser des questions. Ok, et j'imagine que pour les questions, c'est toi qui vas les lire et les... Exactement, c'est moi qui... Ok, parfait. Ouais, c'est moi qui vais lire et tout, donc voilà. Donc, on aura des personnes qui vont être sur Zoom qui vont nous poser des questions. Donc voilà. Alors, bonjour sur la crise, bonjour Kevin, bienvenue à vous. Ok. Bonjour Audrey Guiat, bienvenue. Alors, on attend encore un peu, il est 14h05, encore 2 minutes Eric et on va commencer. Ok, ça marche. Parfait. Le temps de dire bonjour un peu à tout le monde. Donc, bonjour à vous, bonjour tout le monde. Voilà, on a des personnes qui commencent à nous suivre, c'est super. Parfait. Le temps de dire bonjour un peu à tout le monde. Oups. Bonjour Martial, bonjour, merci de nous suivre, Martial. Martial, il faut que tu partages la vidéo, hein, s'il te plaît. Il faut partager, on doit faire du bruit un peu là. Ok, ben, je pense Eric qu'on va commencer. Donc, bienvenue à tout le monde sur ce Facebook Live, donc notre 3e Facebook Live aujourd'hui. Alors, on a l'honneur de recevoir Monsieur Eric Kakou, qui va aujourd'hui nous parler un peu de la crise du Covid, qui est là en tant qu'entrepreneur, et donc il va nous parler un peu de lui-même, son expérience face à la crise du Covid, et aussi de son article qu'il a écrit sur les 7 questions en fait, à se poser lorsqu'on fait face à une crise comme celle-là. Et on finira par les mesures en fait, que le gouvernement a prises pour aider les PME. Donc, pour tous ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous rejoignent pour la première fois, alors je suis Daisy Portela, je suis la chargée de communication de la Fondation Entre Africa. Et donc, notre objectif chez Entre Africa, c'est de construire en fait une communauté d'entrepreneurs à fort impact social et économique. Donc, parce qu'on croit fortement en fait que la croissance de l'Afrique va se passer à travers un secteur privé fort. Et on a un souhait de pouvoir accompagner justement et de pouvoir aider ces entrepreneurs-là qui ont un impact sur la société et, comme je l'ai dit, sur l'économie de nos pays. Donc, il y en a qui ne nous connaissent pas. Vous pouvez rejoindre, vous pouvez avoir plus d'informations sur la fondation, sur notre site internet entreafrica.com, sur les réseaux sociaux, on est sur, bien sûr sur Facebook, mais aussi sur Instagram, sur LinkedIn et sur Twitter. Eric, bonjour. Daisy, bonjour, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci. Bienvenue à toi. Je suis très Merci contente infiniment. de t'accueillir sur notre plateforme, notre Facebook Live. C'est une plateforme en fait où on donne la parole aux entrepreneurs. Mhm. Et donc, tu es dans la troisième session, la troisième édition de ce Facebook Live. Donc, bienvenue à toi. Donc, Merci. aujourd'hui, on va parler un peu, comme je l'ai dit à l'introduction, de la crise par rapport à la crise sanitaire liée au Covid-19. Mais avant tout, Eric, je vais te demander de te présenter et de présenter en fait ton entreprise en fait. Alors, mon nom est Eric Kakou, je suis ivoirien. Je suis cofondateur de ESP, Entrepreneur Solutions Partners. Je suis aussi cofondateur de Entre Africa. Tout à fait. Et donc, j'ai créé ces deux entités-là parce que je crois fermement que la seule façon pour les pays africains de se développer, c'est de permettre à leurs entrepreneurs d'avoir la bonne combinaison entre le capital et l'assistance technique dont ces entrepreneurs ont besoin pour pouvoir se développer. Donc, je crois fermement du fond du cœur que les emplois dont nous avons besoin, c'est les entrepreneurs qui vont les créer. Une bonne partie des besoins de la population peuvent être remplis par l'offre des entrepreneurs. Et je crois que donc c'est important de créer les conditions pour que ces entrepreneurs-là en fait puissent réussir. Donc, ESP est né il y a bientôt 10 ans et Entre Africa est né il y a maintenant 5 ans. On opère en fait à travers le continent africain. On a travaillé peut-être dans une quinzaine de pays à travers le continent. On a accompagné, et je dirais on accompagne depuis les 10 dernières années environ 600 entrepreneurs. On a parlé ou on a touché plus de 5000 entrepreneurs. Donc aujourd'hui, en fait, je suis très, très touché parce que dans cette période de Covid-là, je pense que Daisy, je vais aller peut-être sur la question que tu allais me poser. Ma première pensée, en fait, est aller vers ces entrepreneurs-là parce que je me suis dit, voilà qu'il y a pas mal de jeunes femmes, de jeunes hommes. Et quand je dis jeunes, hein, c'est vraiment de 7 ans à 77 ans parce que quand on est entrepreneur, qu'on est en fait innovateur, qu'on a beaucoup d'énergie en général, c'est des attributs qui sont associés avec la jeunesse. Donc, pour moi, ce n'est pas seulement que l'âge biologique. Donc, voilà beaucoup de jeunes entrepreneurs, femmes et hommes, qui sont aujourd'hui touchés par cette crise-là parce que, honnêtement, ça a été un choc pour nous tous. Mais je crois que, honnêtement, c'est aussi l'opportunité pour nous de nous réinventer. Donc, je vais peut-être avoir l'opportunité d'en parler un peu plus longuement tout au long de ce Facebook Live. Donc, en termes d'introduction, c'est ce que je dirais. Ok, super. Merci beaucoup, Eric. Alors, Eric, tu as écrit, comme je l'ai dit tantôt, un article en fait sur les 7 questions à se poser quand on fait face à une crise. Il y a un proverbe en Chine qui dit qu'en fait, une crise, c'est en fait une opportunité. Pour ceux qui arrivent à voir en fait l'autre côté en fait de la médaille, on peut considérer que c'est une opportunité. Alors, toi, par rapport à l'article que tu as écrit et que j'ai bien évidemment lu, tu as parlé, en fait, tu as décidé de segmenter en fait ton article par rapport sur trois aspects. Assurer la survie de votre entreprise, se projeter vers un futur prospère et se réinventer personnellement. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, Eric, par rapport à ton article? Pourquoi est-ce que tu as eu l'idée justement d'écrire cet article-là et pourquoi c'est important de se poser ces questions-là à l'heure actuelle? Écoute, en fait, bon, j'ai eu l'idée d'écrire cet article-là parce que lorsque la crise est survenue, en fait, j'ai eu pas mal de conversations avec des entrepreneurs. Donc, dans ma communauté, en fait, donc certains d'entre eux viennent en fait, Entre Africa, il y en a qui sont en fait en Côte d'Ivoire, qui sont ailleurs. Je me suis rendu compte que fondamentalement, tout le monde en fait cherchait à avoir une solution sur mesure. Okay? Parce qu'en réalité, c'est vrai que la crise touche tout le monde, mais la crise n'impacte pas chaque individu de la même manière. Donc, il était vraiment important de pouvoir trouver un mécanisme qui permette à tout un chacun d'avoir la réponse qui lui convient.
Et donc, quand j'ai échangé avec les gens, que j'ai réfléchi à ça, ce qui m'est venu en tête, c'est un peu cette idée-là de dire, en fait, quand on est perdu, ce dont on a besoin, au-delà de tout, c'est en fait un compas. Donc, aujourd'hui, avec la technologie, avec Google Maps, on réussit à se retrouver parce qu'on met la destination qu'on a et puis automatiquement, on a des indications pour en fait y arriver. Bon. Malheureusement, il n'y a pas de Google Maps qui existe quand on a été frappé par le Covid. Par contre, on peut vraiment se poser des questions qui, si elles sont les bonnes, peuvent nous permettre réellement de voir comment est-ce qu'on s'en sort. Et pour moi, ces questions-là, c'est vraiment à 3 niveaux, comme tu as dit, en fait, Daisy. Le premier niveau, c'est la suivi de l'entreprise. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là pour un entrepreneur, si à la fin du Covid, en fait, son entreprise en fait, a disparu, voilà, c'est une situation beaucoup plus compliquée. Donc, il faut déjà s'assurer qu'on puisse en fait réellement en fait faire suivi l'entreprise. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est aussi vraiment important qu'on soit en fait à mesure de se projeter. Et quand on a pensé à ces deux dimensions-là de la suivi et de la projection de l'entreprise, évidemment, la question de se réinventer vient de soi. Parce que fondamentalement, ça va être difficile, au-delà de la suivi, de pouvoir se projeter si nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, on ne se réinvente pas. Donc, pour moi, fondamentalement, ces trois éléments-là, en fait, vont ensemble. Donc, spécifiquement, pourquoi est-ce que je pense que cet article-là, en fait, est pertinent? C'est parce que quand on regarde les statistiques, il y a des études qui ont été faites par la fondation Kaidan. Il y a aussi des études qui ont été faites par ESP pour vraiment essayer d'évaluer l'impact que le Covid a sur les entrepreneurs ivoiriens de façon concrète. Okay? Quand on a posé la question, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, en fait, on a en fait 63% des entreprises en fait, qui vous disent qu'elles sont fermées au moins partiellement à cause du Covid. Quand on dit fermées partiellement, là, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on n'a pas de revenus pendant la période ou alors les revenus ont chuté. Ça veut aussi dire que certainement, on a essayé de gérer nos coûts. Et ça, souvent, ça veut dire qu'on est obligé de mettre certains de nos employés en fait à pied. Okay? Ça, c'est un fait sur lequel j'aimerais en fait insister. Deuxièmement, il y a vraiment le fait aussi que, en réalité, nos entreprises, même dans les meilleurs des temps, n'ont pas autant de marge de manœuvre que ça, en fait. Donc, l'entreprise ivoirienne moyenne a 35 jours de liquidité. Ça veut dire que si l'entreprise arrête ses activités, après 35 jours, elle est en faillite. Il ne lui reste rien sur son compte. OK? Parce qu'elle aura déjà dépensé tout ce qu'elle a en fait accumulé. Ce n'est pas beaucoup, 35 jours. Je pense qu'il y a seulement que 25% des entreprises qui ont plus de 83 jours. Même 83 jours, là, c'est 2 mois. Depuis qu'on parle de confinement en fait, à Abidjan, depuis que le couvre-feu a été en fait déclaré, on est déjà quasiment à une quarantaine de jours. C'est pour vous dire un peu l'impact en fait drastique que cette crise-là a sur nous en fait. Donc j'insiste dessus parce que quand on parle de survie, on ne parle pas en fait en théorie là, on parle vraiment de personnes qui sont affectées. Et ce qu'on a vu aussi dans les analyses de ESP, c'est que plus l'entreprise est petite et plus elle est impactée. Donc les PME qui sont sur cet appel-là, on s'est rendu compte que 95% des PME au plus disent qu'elles ont été impactées au moins à hauteur de 25% de leur chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Donc, j'insiste dessus pour vraiment montrer vraiment la pertinence de la conscience qu'on est en train en fait, d'avoir. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de la suivi, je pense qu'il y a 3 questions qu'on peut se poser. La première, c'est vraiment cette question-là de savoir combien de jours est-ce que je peux survivre avec les ressources que j'ai. Comme j'ai dit, le chiffre pour la moyenne des entreprises, c'est 35 jours. Mais honnêtement, il y a un bon nombre qui sont à moins de 20 jours. OK? Si c'est ça la situation, maintenant la question devient, qui est la question numéro 2, quelles sont les décisions, les actions qu'on peut prendre aujourd'hui de façon à rallonger la durée de l'entreprise. Donc, et ça, fondamentalement, c'est quoi? Ce sont surtout des mesures qui visent à réduire significativement notre train de vie ou à réduire les charges que nous avons. Et le défi qu'on a en tant qu'entrepreneur, et je me suis posé même la question en fait avec ESP, c'est que très souvent, quand on pense à réduire nos charges, on pense à réduire les charges qui sont un peu plus flexibles. On se dit, bon, si j'abandonne le loyer dans lequel je ne suis pas sûr de pouvoir avoir même l'argent de déménager ou bien de payer une caution ailleurs. Donc ça, ce n'est pas la peine. On se dit, ah, il y a des crédits à la banque. Bon, ça là, si je paye pas à la banque, ça va devenir un problème. Bon, Dieu merci, au niveau des impôts,
l'État a vraiment fait le geste qui sauve en décidant que les impôts soient reportés pendant une certaine durée. Okay? Ça, Exactement. c'était vraiment idéal. Oui. Bon, mais n'empêche que, voilà, ce qui reste souvent, on se pose la question de savoir, mais est-ce que je ne devrais pas mettre mes employés en fait à pied? Moi, personnellement, je suis vraiment contre cette idée-là. Je sais que c'est difficile, mais en réalité, ce sont nos employés-là qui font que l'entreprise existe. L'entreprise, c'est avant tout, en tout cas dans le monde d'aujourd'hui, l'entreprise, avant tout, ce sont ses partenaires, ce sont ses employés. Donc, pour moi, il faut vraiment pouvoir s'asseoir avec les employés et voir ce qu'on peut faire. Mais dans tous les cas, il y aura des décisions qui devront être prises pour permettre vraiment de rallonger la durée de vie de l'entreprise. Maintenant, la troisième question qui est liée à la survie, c'est quelles sont les opportunités immédiates qu'on peut saisir? Et ces opportunités-là seront toujours fonction des compétences que nous avons, seront fonction de l'activité existante, parce que quand on regarde autour de ce qu'on fait, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être des poches d'opportunités qui existent qu'on peut saisir. Par exemple, quelqu'un qui est peut-être dans le domaine de la photographie pour les événements et qui se rend compte qu'aujourd'hui, il est impossible en fait de pouvoir faire des événements. Il va peut-être se réorienter en essayant peut-être de faire des photos pour les entreprises qui doivent créer des sites web. Vous voyez? Donc, quelque part, en fait, c'est vraiment important dans notre approche de pouvoir saisir les opportunités immédiates. Et quand je parle d'opportunités immédiates, très souvent, les entrepreneurs se dispersent. Ils essaient de poursuivre tellement de lièvres à la fois qu'à la fin, ils n'ont rien. Ça peut être utile en fait de prioriser et puis d'essayer de poursuivre peut-être d'autres opportunités à la fois pour s'assurer qu'on arrive à en clore quelques-unes qui vont nous permettre de rallonger notre durée de vie. Bon. Mais là, Eric, excuse-moi, mais je veux juste dire, par rapport aux opportunités, justement, bon, nous, on a eu déjà un call avec nos entrepreneurs de la communauté et la question que beaucoup d'entrepreneurs se posaient, c'était par rapport à ces opportunités-là. Aujourd'hui, on voit que par rapport au Covid, il y a énormément de gens qui vendent des masques, mais ça ne fait pas partie en fait justement de leur business. Et donc, ils décident de se détourner un peu de leur vision, de leur business pour aller saisir une opportunité qui est, on peut dire, hors de leur champ. Est-ce que c'est ce genre d'opportunité-là dont tu parles ou alors c'est plutôt des opportunités qui sont bon, j'imagine, qui sont en lien avec leur entreprise, leur vision et tout. Écoute, je pense que des opportunités qui sont en lien, bon, de toute façon, hein, toute opportunité qu'on peut saisir en temps de crise, il faut la saisir. Donc, vraiment, quand on a faim, que c'est chaud, voilà, on n'essaie pas d'être difficile. Tant que c'est quelque chose de mangeable, on peut déjà essayer de voir comment le consommer. Bon. Ceci étant dit, moi, je suis d'avis que ça va être réellement meilleur si on prend des choses qui sont proches. J'aime bien l'exemple des masques que tu as en fait offert. Quand vous vous baladez aujourd'hui à Abidjan, que vous voyez les masques que les gens portent, bon, on peut tout de suite faire la différence et la distinction entre des masques qui ont été faits par des gens qui ont une certaine compétence dans le domaine de la couture, de la confection, etc., et ceux qui ont été faits par des gens qui se cherchent. Exact. Parce que quand vous voyez même les dimensions, comment c'est cousu, etc. Donc, je pense que c'est important quand même d'aller chercher des opportunités pour lesquelles on a des compétences intrinsèques. Donc, si on voit qu'on a une compétence donnée, si vous êtes ingénieur, vous savez faire des sites web, bon, peut-être que d'aller aider les gens qui sont aujourd'hui demandeurs de sites web, c'est pertinent en fait pour vous. Je pense que c'est important d'aller sur des compétences qui sont alignées avec ce que nous savons faire. Parce que justement, ça peut permettre justement de se projeter vers un futur qui est différent. Par exemple, je connais un entrepreneur de la communauté, en fait, Centrafrica, qui est dans la confection de chaussures, d'espadrilles, OK? Qui a reconverti son atelier aujourd'hui dans la confection de masques. Évidemment, concevoir des espadrilles, c'est coudre avec du tissu. Concevoir des masques, c'est assez similaire. Donc, c'est tout à fait logique de voir que ça, c'est une opportunité qu'il peut considérer dans le futur, en fait. Donc, ça lui permet vraiment de se réinventer. Donc, pour moi, c'est vraiment important de ne pas penser à ces opportunités-là d'une façon tout à fait divorcée, vraiment des compétences et de ce qu'on sait faire.
OK. OK? Merci, Eric. Donc, sur le deuxième point par rapport à se projeter vers un futur prospère. C'est ça. Donc, par rapport à se projeter vers un futur prospère, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de réfléchir à comment est-ce que notre business model pourrait évoluer si vraiment cette situation du COVID devenait le nouveau normal. Et quand je dis ça, de quoi est-ce que je parle? Bon, il y a beaucoup d'entreprises, en fait, qui certainement vont mourir parce qu'on n'a jamais prévu qu'on pouvait rester 45 jours, même 2 mois sans activité. OK? J'imagine qu'à partir d'aujourd'hui, la majorité des entrepreneurs avertis vont se dire, bon, dans le futur, je vais quand même garder pas mal de fonds de roulement juste au cas où je dois traverser une crise similaire. Donc, au lieu d'être dans une situation où on a 35 jours de liquidité, peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui vont essayer de faire monter ce niveau de liquidité là, si peu à 60 jours, à 90 jours. Je pense que c'est vraiment important d'imaginer un peu comment est-ce qu'on va vivre post-COVID. Par exemple, pour nous, à ESP, on s'est rendu compte qu'on arrivait réellement à faire du télétravail. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui de programmes d'activités qu'on fait à travers le télétravail. Donc, du coup, j'imagine que, et c'est vrai qu'avant le COVID, on avait des collègues, par exemple, qui demandaient 1 jour par semaine à travailler en fait de la maison. Bon, c'est quelque chose qui, sans le savoir, nous préparait vraiment au COVID. Parce qu'aujourd'hui, que le COVID est tombé, je dirais que moi, c'est mon opinion, on a été beaucoup moins impacté parce qu'on a cette capacité-là vraiment, déjà, par le fait qu'on voyage beaucoup, qu'on a des activités dans plusieurs pays, de travailler avec des choses comme Zoom, etc. Bon, évidemment, c'est important dans ce futur qu'on projette là de voir un peu comment est-ce que ce COVID-là nous change. Par exemple, aujourd'hui, on se rend compte, et ça, c'est en fait un autre point, on se rend compte que il y a quand même beaucoup de choses qu'on prenait pour acquises ou des besoins qui pour nous étaient des besoins en fait essentiels qui ne le sont pas en fait. Parce qu'on est resté 30 jours quasiment, 45 jours quasiment en fait enfermé et on se rend compte que ça tourne toujours. Donc, comment est-ce qu'on peut réellement changer notre modèle d'affaires par rapport en fait au COVID? Maintenant, je reviens dessus encore sur cette question de compétences qui est la question numéro 5. C'est vraiment quelles sont les compétences et le savoir-faire dont on aura besoin. Je m'explique. Si vous voulez, par exemple, en fait, vous êtes un restaurant, vous décidez, grâce au Covid, vous avez découvert que vous pouvez en fait livrer de la nourriture en fait à la maison. Oui. Si vous décidez de le faire en fait à temps plein, ça va vous demander d'avoir, par exemple, la capacité à gérer les livraisons. Ça va vous demander, par exemple, d'avoir des gens qui sont capables, en fait, d'appeler vos clients pour suivre les commandes. Bon, tout ça, c'est des choses que vous ne saviez peut-être pas faire avant le Covid, mais qui sont des compétences qui vont être nécessaires dans le post-Covid. Donc, je pense que c'est important vraiment, en question 5, de se demander réellement quelles sont les compétences dont on aura besoin dans le monde post-Covid. Maintenant, je viens, si vous voulez, au dernier point, qui est celui de la question de se réinventer personnellement. Pour la majorité d'entre nous, en fait, on a vu des personnes affectées. Donc, on a vu des collègues qui sont tombés malades, on a vu des amis qui sont tombés malades, on a même eu, dans des cas vraiment tragiques, des gens qui sont en fait décédés. On s'est rendu compte qu'on devait à la fois s'occuper de nos business, mais aussi s'occuper de nos enfants, ce que la majorité d'entre nous n'avons pas eu à faire parce que fondamentalement, l'enfant, le matin, on se lève, on le met à l'école et puis les maîtresses gèrent ça. Bon, aujourd'hui, c'est pas la même chose. On s'est retrouvés enfermés avec nos frères et sœurs, nos parents, nos cousins, nos cousines dans les mêmes espaces pendant X temps sans pouvoir en fait sortir. Ce qui a été une source de conflit pour beaucoup de personnes, ce qui a été aussi une source de plaisir pour d'autres. Mais réellement, on ne peut pas dire qu'on a traversé cette crise-là avec son lot d'anxiété sans vraiment que ça ait eu un impact sur notre équilibre personnel. Et je pense que quand on parle d'équilibre personnel, ce n'est pas vraiment être faible en tant qu'entrepreneur que de reconnaître que quand on est affecté par ce genre de choses, c'est important qu'on puisse avoir un véritable équilibre personnel. Donc, il faut vraiment voir physiquement, spirituellement, mentalement, en termes de famille, qu'est-ce qu'on fait pour être équilibré. Je pense que ça, c'est un élément qui est essentiel. Et ça, c'est quelque chose vraiment dont la majorité des entrepreneurs ne feront pas, en fait, l'économie s'ils veulent aller loin. Et la dernière question, c'est vraiment quels sont les nouveaux objectifs et les priorités qui découlent de la crise. Pour moi, si on peut répondre à ces 7 questions-là, qui sont décrites en détail dans l'article que tu peux partager, en fait,
sur la page Facebook, Oui. on peut réellement réussir vraiment à survivre du Covid et en ressortir en étant à la fois un entrepreneur avec une entreprise plus prospère et puis en étant un entrepreneur beaucoup plus équilibré en fait. Tout à fait, tout à fait. Merci Eric. Alors moi, sur les Facebook Live en général, j'aime bien me faire un peu l'avocat du diable, hein, Eric. Donc, Avec plaisir. Donc, tout ce que tu as dit, c'est totalement vrai. Mais maintenant, bon, dans la vraie vie, là, on se réveille le matin, Eric, OK, on est là, on est en phase de facture qu'on n'arrive pas à gérer. Les choses sont en train de s'effondrer, en fait, devant nos yeux. Comment est-ce qu'on arrive à garder, si tu veux, essayer d'avoir cet équilibre-là, essayer de garder la tête au-dessus de l'eau, parce que nos entrepreneurs sont inquiets aujourd'hui, ils sont très inquiets. Quand on a eu le meeting, la réunion avec les entrepreneurs de la communauté la dernière fois, il y en a qui ne savent même pas comment se réinventer. Il y en a qui n'arrivent pas. Je pense que, écoutez, bon, je pense que le problème des crises, c'est que quand on est dans une situation de crise, OK, on a aussi le choix de comment est-ce qu'on réagit. Donc, si on décide de réagir par la panique ou par la peur, autant accepter aujourd'hui qu'on va mourir. Donc, autant, en fait, c'est la même chose que décider de se suicider. Donc, sur ça, honnêtement, voilà, si vous êtes en situation de crise, je ne sais pas moi, vous êtes quelque part, il y a en fait un serpent qui sort, qui vous attaque. Bon. Alors, si vous commencez à paniquer dans tous les sens, etc., si vous n'arrivez pas en fait à gérer la peur, il risque de vous mordre en fait. Je ne vois pas vraiment d'autre solution. Donc, je pense que la première chose, maintenant, comment est-ce qu'on gère cette peur-là? On gère la peur parce qu'on essaie de voir de façon factuelle qu'est-ce qui se passe. Mais facture, là, c'est combien? C'est quoi le montant? La première chose que nous, on a faite à ESP, là, quand on a dit, ah, il y a Covid, il y a état d'urgence, etc., c'était vraiment de reprendre l'ensemble de toutes nos activités là-bas. Déjà, nos charges, là, c'est combien? À 5 francs près. OK? C'est combien? On doit payer combien à qui, quand? Numéro 1. Numéro 2, qui nous doit de l'argent? Et ils nous doivent combien qui est censé rentrer quand? Bon, maintenant, pour que ça rentre là, qu'est-ce qu'on était censé faire pour eux? Qu'est-ce qu'on doit délivrer pour qu'on soit payé? Numéro 2. Numéro 3, et puis quand on regarde l'ensemble de nos comptes là, en général, il n'y a pas grand-chose sur les comptes. L'ensemble de nos comptes là, il reste combien dessus? Et ce qui reste là, ça nous permet de faire quoi? Bon. Si vous n'avez pas les faits, ce n'est pas la peine. Donc, si vous commencez avec un truc de oui, non, ça ne va pas, je panique, et puis vous êtes sur Facebook, vous regardez les vidéos des gens, on dit telle personne est morte, et puis vous êtes sur Instagram, vous êtes sur ceci, etc. On dit à tel stade qu'il y a eu Covid. Ce n'est pas ça le sujet, honnêtement. Moi, quand aujourd'hui a commencé, là, j'ai vraiment commencé à limiter ma consommation de ces choses-là. J'ai même dit à ceux qui me connaissent, pardon, les mauvaises nouvelles là, je ne veux pas même entendre parler de ça. Il faut vraiment réussir à gérer les faits. Les faits là, c'est très souvent connaître les chiffres des entrées, connaître les chiffres des sorties. Ça, c'est la première chose. Bon. Maintenant, la deuxième chose, évidemment, c'est que, et on va en parler, je pense, dans la deuxième partie de l'entretien, Dieu merci, certaines des charges qui étaient dues sont reportées. OK? En tout cas, pour ceux qui payent des impôts, pour ceux qui ont des charges sociales, ce qui, j'imagine, est l'ensemble des PME, c'est quand même un ouf de soulagement. J'ai dit c'est reporté, je n'ai pas dit que c'est annulé. C'est pas ça. Si c'est annulé, c'est mieux, non? C'est reporté. Au moins, le fait que ce soit reporté, ça nous aide. Ça nous aide énormément parce que là, tous les impôts du premier trimestre étaient dus ce mois-ci, là. Si tout le monde devait payer ça, je vous promets que 90% des entreprises de ce pays auraient fermé. Surtout quand il n'y a pas de revenus qui rentrent. Par contre, quand c'est reporté, ça nous permet de respirer. OK? Maintenant, ce qui est reporté là, c'est quel montant et qu'est-ce que je peux gérer avec? Je pense que ça, c'est la deuxième question en fait à se poser parce que ça, c'est un truc qui est concret. OK? Bon. Maintenant, quand vous avez fait ça là, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire en termes de défense. Parce que fondamentalement, si vous voulez gagner un match, il faut éviter d'encaisser des buts. Donc, dans le contexte d'une entreprise, il faut éviter de sortir de l'argent.
Mais marquer des buts là, pour une entreprise, c'est que l'argent rentre. D'où la question des opportunités. Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez vendre à qui, etc. Je pense que ça, honnêtement, concrètement, si moi tu me demandes qu'est-ce qu'on fait, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. On ne peut pas juste céder à la panique, parce que si on cède à la panique, l'entreprise, elle est morte. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Merci Eric, merci pour ton point de vue en tout cas. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est clair que, comme tu l'as dit, il ne faut pas céder à la panique et il faut probablement planifier et éviter de regarder les mauvaises nouvelles, bien d'être affecté à chaque fois par les mauvaises nouvelles, parce que quand on est dans un environnement négatif, forcément, ça va nous atteindre. Et comme tu dis, les questions au niveau personnel, ben, on doit se réinventer. C'est important nous-mêmes d'avoir un bon état d'esprit pour pouvoir affronter justement cette crise-là. Donc, on va en venir là maintenant aux mesures que le gouvernement a prises, Eric, pour aider les PME. Alors, ces mesures-là, rapidement, je vais revenir sur ces mesures, je vais les lire pour que tout le monde puisse être un peu au courant. Je vais en lire quelques-unes. Donc, il y a le report de 3 mois des taxes forfaitaires des petits commerçants et artisans, un fonds d'appui de 100 milliards de francs CFA pour le secteur informel touché. On a un fonds de 250 milliards de francs CFA pour soutenir les principales filières agricoles. On a 250 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur privé, dont 100 milliards de francs CFA pour les PME, 50 milliards de francs CFA pour soutenir la production vivrière, maraîchère et fruitière. Alors, Eric, c'est beaucoup de milliards. Et sûrement que beaucoup de gens, en fait, ne savent même pas comment ils vont réussir, en fait, comment toucher un tout petit peu de ce fonds-là. Par où commencer? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Où est-ce qu'ils doivent aller chercher l'information? Comment est-ce qu'ils peuvent saisir justement l'opportunité là par rapport à ces mesures? Bon, déjà, pour ceux qui participent à ce Facebook Live, donc la raison pour laquelle dernièrement on a fait beaucoup de Facebook Live, beaucoup d'appels, etc., c'est pour partager l'information. Donc, en situation de crise, là, ce qui peut vous sauver, c'est l'information que vous avez que quelqu'un d'autre n'a pas, en fait. Quand je parle d'opportunité, c'est quelque chose que quelqu'un te dit que ton voisin peut-être n'a pas comme information. Donc, dans le cadre, par exemple, de tout ce qui est, les mesures du gouvernement, comme je disais, c'est des mesures qui tombent bien parce que ce sont des mesures en fait qui visent à augmenter le niveau de liquidité des entreprises. Donc, ces mesures-là visent en fait à s'assurer, dans un premier temps, de réduire nos charges immédiates, donc pour nous permettre, avec l'argent qu'on a là, de suivre beaucoup plus longtemps. Et puis, dans un deuxième temps, faire entrer des ressources. OK? Les ressources qui vont entrer là, il y a deux types de ressources. Il y a des ressources qui entrent un peu sous forme d'éléments un peu de solidarité, hein, vraiment des dons. Et puis, il y a un deuxième temps qui vont vraiment être en fait des prêts. Bon. Donc, sur les mesures en fait liées à réduire nos sorties d'argent. OK? Il y a beaucoup de mesures, en fait, comme je disais, là, qui sont vraiment d'ordre réglementaire et fiscal qui ont été prises, qui ont suspendu pendant une durée de 3 mois une bonne partie de toutes nos obligations. Et c'est un élément important parce que souvent on oublie que quand on prend toutes les charges sociales, impôts, etc., qu'on est censé couvrir pour une entreprise moyenne, ça va représenter dans les 40-45% du chiffre d'affaires. C'est beaucoup d'argent, en fait. Donc, si vous n'avez pas dépensé ça immédiatement, toutes choses étant égales par ailleurs, ça devrait vous permettre quand même de pouvoir couvrir vos charges fixes pendant un bon moment. OK? Ça, c'est un élément qui aide énormément et c'est un élément qui est immédiat. Mais encore une fois, j'insiste dessus, ce sont des charges qui sont reportées et non annulées. Donc, si on décide sur la base, en fait, du report de ces charges-là, de faire de la vie d'Aloca ou de ne pas investir dans ce qu'il faut, ça va nous rattraper dans 3 mois, en fait. Ça va être assez rapide comme retour, en fait, de bâton. Je pense que c'est un point qui est important. Maintenant, pour ce qui est de l'accès à de l'aide immédiatement, le ministère, en fait, en charge des PME et l'Agence Côte d'Ivoire PME ont fait beaucoup de communication. Ils ont sorti un lien pour demander aux PME de s'inscrire. J'espère que toutes les entreprises qui participent à ce Facebook Live, sont inscrites, OK? Et que 2, elles ont fourni les informations qui ont été en fait demandées. Honnêtement, je sais que souvent quand il y a des choses comme ça,
une bonne partie des entrepreneurs sont sceptiques. Les gens se disent, oui, mais cette affaire-là, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on va avoir quelque chose, etc. Ce qui est sûr, c'est que si vous n'êtes pas inscrit, vous n'aurez rien. Ça, c'est sûr. C'est clair. OK? Et je pense qu'il y a des montants qui ont été annoncés par taille d'entreprise. Pour moi, vraiment, ça vaut la peine rapidement de s'inscrire pour ça, en fait. OK? Et des montants dont tu as parlé, de ce qui a été annoncé, grosso modo, ça serait un montant autour de 30 milliards qui va être déboursé de cette façon-là. Il y aura un autre montant de 120 milliards parce que l'enveloppe totale pour les PME, ce n'est pas 100 milliards, c'est 150 milliards. Il y aura un autre montant de 120 milliards qui, lui, va être déboursé à travers un mécanisme en fait, de crédit. Bon. Évidemment, encore une fois, ceux qui vont en bénéficier, c'est ceux qui vont avoir des projets, soit qui pourront justifier de l'impact que le Covid a eu sur eux, mais qui pourront surtout montrer que si cet argent-là leur est prêté, ils pourront non seulement suivre, mais aussi sortir de la crise renforcée, de pouvoir rembourser le crédit. Pour moi, c'est vraiment important que les entrepreneurs se préparent à pouvoir bénéficier de ces lignes-là lorsqu'elles seront disponibles. OK? Donc, pour moi, fondamentalement, je dirais que faire tout ça, ça commence déjà par aller vers l'information, OK? Qui est essentielle. Deuxièmement, savoir que les mesures qui nous ont été octroyées en termes de réduction des charges, ce n'est pas des annulations, c'est un report pour 3 mois de ces charges-là. Donc, il faut vraiment être prêt lorsque ces charges seront dues à pouvoir y faire face. Numéro 4, se préparer de façon à ce que lorsque les modalités de crédit commencent à être publiées. D'ailleurs, la BNI, en fait, a publié ces modalités de crédit, je pense que c'était hier lundi, ce qui vraiment donne l'opportunité, en fait, à certaines des PME qui sont prêtes de déjà pouvoir demander crédit, en fait, à la BNI. Je pense que les autres vont suivre, mais il faut vraiment pouvoir, en fait, être prêt quand ça se fait. Et puis, enfin, qui pour moi est l'élément, en fait, important, c'est de pouvoir, quelque part, aussi avoir un plan et une vision. Parce que si vous n'avez pas de plan et de vision, ça va être difficile pour vous, même quand vous allez avoir ces ressources, de savoir quoi en faire. Tant pour que l'entreprise puisse survivre, et puis, en fait, pour pouvoir, en fait, aller plus loin. Et puis, enfin, je dirais, partager, en fait, de l'information. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Ok, merci Eric. Donc, partager l'information, il faut que... où est-ce qu'on peut trouver justement cette information-là? Parce que de temps en temps... Je pense que si vous vivez vraiment en Côte d'Ivoire, que vous êtes entrepreneur ou gestionnaire de PME, que vous n'avez pas cette information-là, c'est parce que vous ne voulez pas. C'est passé partout. C'est passé sur Abidjan.net. Il y a eu des campagnes, il y a la radio, etc. Vraiment, aujourd'hui, celui qui dit qu'il n'a pas l'information, c'est parce qu'il ne veut pas. C'est vrai, tout à fait. Et autant je vous dis, méfiez-vous de toutes les personnes là qui vous passent l'information négative sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Autant quand on vous envoie ce genre d'informations là sur voilà des mesures qui sont prises, il faut lire et puis être informé. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Eric. Justement, si je reviens sur ces mesures-là, lorsqu'on a eu la discussion encore une fois avec nos entrepreneurs, il y en a pas mal d'entre eux justement qui étaient déjà en retard même. Et comme tu l'as dit, en fait, il faut être prêt à recevoir cet argent-là, avoir une vision, garder toujours la même vision. Dans le cadre justement de cette crise-là du Covid et des mesures et tout, quelle est justement l'importance, Eric, de la vision? Parce que je sais que tu es quelqu'un qui croit beaucoup en la vision, au leadership et tout. Donc, quelle est l'importance encore plus justement d'avoir une vision solide pour pouvoir traverser la crise du Covid? Écoute, moi je pense qu'en réalité, la nature vraiment des crises, moi je ne connais aucun entrepreneur qui a été entrepreneur pendant un moment qui n'a jamais eu de problème. Donc, ce qui se passe, c'est que la majorité des entrepreneurs, soit ils abandonnent parce que ça devient trop compliqué, ils n'ont pas le bon modèle, etc., ils ne s'en sortent pas, soit ils se découragent. OK? Mais ceux qui vont réussir, là, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu de problème dans la vie. Ce n'est pas parce que, là, par exemple, on parle du Covid, parce que ça touche tout le monde. OK? Si vous êtes entrepreneur, on a tous eu ça. Moi, j'ai eu des moments où je n'ai pas pu payer mon staff. Ça arrive à tout le monde. J'ai eu des moments où il y a eu des périodes de 5-6 mois où je n'ai pas pu prendre de salaire. Bon, là, c'est grave parce que ça arrive à tout le monde en même temps. Mais en réalité, être entrepreneur, décider vraiment dans nos pays là d'être leader d'une entreprise qu'on va créer soi-même,
c'est savoir qu'on va avoir des difficultés devant, en fait. Maintenant, ce qui fait qu'on s'en sort, c'est le fait qu'on ait vraiment une vision. C'est le fait qu'on se dise, bon, moi, par exemple, il y a par exemple une des entrepreneurs avec lesquels, en fait, on travaille, que j'admire beaucoup, qui est une dame, en fait, qui est dans le domaine du palmiste, OK? Qui va quitter son poste pour aller créer une entreprise qui travaille dans le domaine du palmiste, voilà, qui va avoir beaucoup de difficultés. Depuis qu'on la connaît, son usine, il y a eu des incendies, il y a eu des choses, mais cette dame-là ne se décourage jamais. C'est quelqu'un, en tout cas, bon, je pense que c'est certainement la foi qu'elle a, mais vraiment, c'est vraiment de savoir qu'elle va vraiment faire tout ce qui est possible humainement pour aller de l'avant. Maintenant, quand quelqu'un fait ça en général, hein, Dieu l'aide, ou le sort l'aide. Je ne sais pas si vous ne croyez pas en Dieu. Peut-être que, en tout cas, le monde là, quelque chose se passe qui fait que votre affaire marche. Mais c'est parce que vous avez une vision et que vous avez la foi et que vous êtes persévérant. Donc, moi, je pense que en réalité, dans des périodes comme celle-ci, c'est aussi l'opportunité pour nous de revenir en se disant, bon, finalement, dans tout ce que je fais là, qu'est-ce qui est essentiel? OK? Qu'est-ce qui est essentiel? Vraiment, dans mon business, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur? Qu'est-ce qui est secondaire? Qu'est-ce qui est essentiel? Ça, c'est un. Deuxièmement, par rapport à tout ce qui se passe là, quelles sont les opportunités que je peux saisir? Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui étaient basées sur le marché de l'exportation. Bon. Où on vivait maintenant dans un monde, hein, le monde entier, où la Chine produisait tout et puis les autres pays consommaient. Bon. Maintenant qu'il y a eu cette crise-là, peut-être qu'on va décider que nous-mêmes, on veut produire des choses, en fait, localement. Je pense qu'il faut vraiment essayer de voir, chacun d'entre nous se regarder devant le miroir pour dire, bon, c'est quoi ma vision? Et puis, comment est-ce que je garde ma foi pour arriver jusqu'au bout? Mais ce que je peux vous dire, c'est quoi? C'est que là, on a parlé seulement que des mesures du gouvernement, OK? Le montant total, je pense que c'est 1700 milliards, c'est qui est environ 6% du PIB. C'est pas rien. Mais sachez que dans toutes les discussions qui sont en train d'avoir lieu maintenant là, la question de la relance du secteur privé fait partie de ça. Il y aura beaucoup plus de ressources qui vont être mises à disposition par des partenaires de développement, par des fondations, etc., etc. Encore une fois, les entrepreneurs qui vont bénéficier de ça, c'est ceux qui ont une vision. C'est ceux à qui, quand on demande où est-ce que tu veux aller, ils peuvent expliquer où est-ce qu'ils s'en vont. C'est ceux, quand on leur pose des questions, ils ne sont pas seulement en train de pleurer. Ils disent, bon, j'ai été touché, mais voilà comment j'ai géré la crise et voilà ce que je prévois de faire. Nous-mêmes, au niveau de ESP, on va lancer des choses avec des partenaires pour accompagner ces entrepreneurs-là. Mais ceux qui vont bénéficier, c'est ceux qui ont une vision. Donc, pour moi, la question de la vision de l'entrepreneur, ce n'est pas quelque chose qui est optionnel. C'est vraiment quelque chose qui est central par rapport réellement à ce qu'il doit faire. Eric, franchement, en fait, tu as répondu à toutes mes questions. Tu es... Et ce que tu dis, c'est tellement intéressant et je pense que ça va vraiment aider beaucoup de gens qui sont un peu éparpillés, je pense. J'ai eu des commentaires déjà sur Facebook ou même moi-même sur mon téléphone où les gens me disent que c'est super intéressant le sujet qu'on est en train d'aborder aujourd'hui et qu'eux-mêmes, en fait, étaient un peu perdus. Ils ne savaient pas comment aborder justement cette crise-là. Donc, je pense que ça va aider pas mal d'entre nous. Alors, je vais voir si on a des questions, s'il y a des entrepreneurs, ceux qui nous suivent. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? On a à peu près une vingtaine de personnes qui nous suivent là. Je pense que la personne dont tu parlais, Eric, elle est connectée, elle est en train de nous suivre. Ah ouais? Oui, oui, Madame Solange Varlet, elle est là. Hey, Madame Varlet, comment ça va? Je vais voir si elle peut... Et vraiment, Madame Varlet, on prie pour vous, on pense à vous tous les jours, on sait que ça va aller. C'est clair. Donc là, Eric, en attendant qu'on nous pose des questions, ce que je comprends bien, c'est que tu es quelqu'un de très optimiste et que tu es sûr qu'au sortir, en fait, il y aura un avant et puis un après la crise. Et donc, au sortir de cette crise-là, forcément, de nouvelles choses vont être inventées. Il y aura sûrement, comme on a dit, il y aura de nouvelles opportunités. Écoute, bon, je pense qu'en fait, tu sais, en termes en fait, d'optimisme, dans l'étude là qu'on est en train de terminer en fait à ESP, on a parlé environ à 1700 entrepreneurs, hein, leaders de PME.
88% d'entre eux pensent qu'il y aura une reprise après la crise. Donc, je pense que c'est vrai que dans ce que je dis, j'ai l'air en fait optimiste, mais je suis heureux de ne pas être seul en fait. Parce que la vérité, c'est que on ne peut pas être entrepreneur et puis ne jamais avoir eu de problème. Ça vient avec la définition même d'être entrepreneur. Donc, du coup, pour moi, c'est vraiment de dire, bon, voilà ce qui s'est passé là, qu'est-ce que j'en tire comme leçon et comment je m'organise mieux pour aller plus loin, en fait. Donc, c'est pas en fait un optimisme béat, c'est vraiment un optimisme en fait qui est lié sur le fait qu'on a tous connu des crises. Puis tant qu'on est vivant, qu'on est en bonne santé, vraiment, c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Quand ça est là, le reste là, je pense qu'on peut le dire. Ok. Alors, bon, je vais voir Madame Varley. Donc là, Eric, j'ai des gens qui sont en train de me poser des questions sur WhatsApp. C'est ça. Écoute, lance la première question. Ok, un instant. Ok, alors j'ai une personne en fait qui me dit que elle est en fait à l'intérieur elle est à l'intérieur du pays et étant donné que Abidjan en fait est coupé en ce moment justement des autres villes qui sont à l'intérieur du pays, elle voit en fait son chiffre d'affaires commencer à baisser et justement elle est en mode un peu panique. Donc, elle se demandait comment est-ce qu'elle peut faire, quelles sont ses avenues, si la seule façon pour elle de pouvoir écouler son stock vers ses clients qui se trouvent à Abidjan, elle ne peut plus avoir à cet accès-là. Quelles sont ses autres opportunités, en fait? Bon, je pense que ça, c'est une situation vraiment qui est difficile parce qu'effectivement, pour, les, pour des personnes, il y a, par exemple, la dernière fois qu'on a eu une conversation, il y a un entrepreneur qui partageait, par exemple, l'exemple de ceux qui ont des fermes de poulets et qui ont besoin d'acheter des poussins. Donc, il expliquait que la majorité des gens qui vendent des poussins sont soit dans l'est du pays, soit en fait à Abidjan. Bon, donc, du coup, avec la fermeture de la zone d'Abidjan, ça créait vraiment un véritable sujet parce que les fermes n'avaient pas accès aux poussins nécessaires. Je pense que ça, malheureusement, je ne sais pas s'il y a une formule vraiment en fait magique. Je pense que Dieu merci, on remarque que déjà sur le continent, il a commencé à y avoir des déconfinements. Il y a pas mal de pays qui ont commencé en fait à déconfiner. La même chose en fait a été par exemple annoncée, je crois, au niveau de l'Europe, etc. Donc parce que cette vague de déconfinement là a commencé, je sais que des pays comme le Cameroun, comme le Rwanda, etc. ont déjà en fait déconfiné. Alors je pense que peut-être que ce qui va se passer, c'est qu'on aura aussi la même chose ici. Quand je ne sais pas, mais vraiment, si ses clients sont à Abidjan et qu'elle n'a aucune façon de trouver d'autres clients en fait à l'intérieur, je pense que ce qu'il faut faire en fait là, c'est vraiment d'attendre et d'espérer que vraiment ça ne va pas durer très très longtemps. Parce que je pense que quand on regarde la tendance aujourd'hui, ce n'est plus vraiment en fait au confinement, c'est plutôt en fait au déconfinement. Donc je pense qu'en tout cas en ce qui concerne la partie de restriction de mouvement, etc., là, une bonne partie du pire est déjà en fait derrière nous. Ok. Là, Eric, je pense que tu es sur mute. Hein. Oui, en fait, j'ai mon patron ici qui insiste en fait à participer au Facebook Live. C'est pour ça que je suis allé sur mute pendant une seconde. Bonjour Mariam. Ok, parfait. Donc, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, Eric, c'est justement par rapport aux employés. Alors, tu as dit que il y a une personne ici qui est d'accord avec le fait qu'elle ne veuille pas en fait licencier ses employés, mais malheureusement, elle n'a pas le choix de le faire. Qu'est-ce que tu conseillerais en fait à cette personne-là? Parce qu'elle dit que ce sont des charges qu'elle ne peut plus en fait assumer. Elle veut bien les garder, mais moi je pense qu'il faut tous s'asseoir ensemble et puis voir ce qui est possible. Donc, je m'explique. Nous, par exemple, c'est quelque chose que à la création de ESP, c'est quelque chose quand même qu'on faisait assez souvent en fait, où parce que les ressources étaient limitées,
on essayait d'avoir en fait une compréhension pour chacun des partenaires des associés qui ont créé en fait ESP. Quel est le minimum dont ils ont besoin chaque mois pour tourner? Et c'est comme ça qu'on a fixé nos compensations jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau aujourd'hui où fondamentalement, bon, voilà, on peut couvrir les charges de l'entreprise pendant 1 an, pendant 2 ans, etc. Mais avant qu'on arrive à ça, 10 ans plus tard, on a commencé par identifier personne par personne de combien on a besoin pour se couvrir. Donc, souvent, quand on fait ça, et souvent aussi, quand on regarde les masses, en fait, salariales, les salaires des directeurs sont différents des salaires des gardiens qui sont différents des salaires, en fait, des ouvriers, etc. Souvent, avec le salaire d'un directeur, on peut payer 10 ouvriers. Donc, quand on se met ensemble et qu'on dit, bon, comment est-ce qu'on peut gérer les ressources qui existent, souvent, ça peut permettre d'aller plus loin. Maintenant, quand j'ai dit ça honnêtement, souvent même vos employés vont comprendre. Moi, je sais que j'ai eu des périodes où je n'ai pas pu payer nos salaires. Quand j'explique à l'équipe, ils comprennent en fait ce qui se passe. Ils se rendent compte que ce n'est pas comme si le patron ou bien la patronne est en train de se balader, d'acheter du champagne, etc., d'acheter de grosses voitures, et puis elle dit que fondamentalement, il n'y a pas de quoi payer les gens. Bon, c'est une situation qui est arrivée, qui est difficile. Je pense que tant qu'on peut avoir de la communication et en discuter, pour moi, c'est mieux que d'être dans une posture, en fait, où on n'essaie même pas de voir ce qui est possible. Moi, il y a par exemple une dame à qui j'ai parlé dans le domaine du tourisme. Elle est en fait, au Rwanda, qui m'a expliqué que en évitant de payer elle seule son salaire, elle s'est rendue compte que les charges sociales liées à son salaire pouvaient lui permettre en fait de couvrir 5 personnes pendant 2 mois. Donc, ce qu'elle a fait, elle, c'est de dire, bon, moi, je vais suspendre mon salaire pendant la période et puis en faisant ça, je vais créer un peu d'espace pour les autres. Donc, je pense qu'il faut vraiment être dans une optique en fait où on échange, où on discute. Mais je pense qu'il faut être en fait honnête. C'est-à-dire que fondamentalement, les gens vont comprendre. C'est quelque chose qui n'est pas que personne n'a prévu, mais ça demande quand même qu'on communique. Ça demande que vraiment ce ne soit pas des décisions qui sont prises la nuit tout seul dans votre chambre et vous venez annoncer aux gens sans forcément avoir l'opportunité de communiquer avec eux. Donc moi, je pense que des périodes de crise comme ça, c'est aussi des opportunités pour vraiment renforcer l'esprit d'équipe et la culture en fait de l'entreprise si on peut communiquer, quoi. Ok, merci Eric. J'ai une troisième question ici. Donc c'est une dame en fait qui se trouve dans le domaine de la restauration. Et donc Oui. elle dit en fait qu'elle est au point mort en fait. Et elle ne sait vraiment pas comment s'en sortir. C'est comme si pour elle en fait elle devait recommencer tout à zéro. Bon, Donc je pense que dans la restauration, ce que j'ai vu, il y a pas mal de restaurants qui ont mis en place un système où ils commencent à livrer. Ils appellent les gens et puis ils livrent. Donc, ça, vraiment, ça marche. Moi, par exemple, il y a des restaurants que je ne connaissais pas, qui, à cause du confinement, là, parce qu'on était ici, on était bloqué, on ne pouvait rien faire, on s'est rendu compte que, fondamentalement, ils pouvaient livrer. Donc, on a commencé à être client chez ces personnes-là. On sera client chez eux, encore une fois, en fait, demain. Parce que, fondamentalement, ils nous ont permis vraiment dans cette période-là. Donc, je pense que pour les gens qui sont en fait restaurateurs, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont continué à fonctionner parce qu'ils ont réussi en fait à entrer dans un mode de livraison. Je pense que ça, c'est une chose qui peut faire en fait une différence. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui va les aider au-delà de la crise parce que les clients qu'ils ont acquis vont continuer à être là même après la crise. Tout à fait, tout à fait. Ok, donc pour la dame qui nous suit et qui nous a posé la question, je pense que vous avez eu votre réponse. Essayez de voir, comme on a dit, en fait, il faut se réinventer. Donc, essayez de voir au niveau de la livraison et voir en fait si vous pouvez commencer à développer là en fait cette partie-là de votre business. Donc voilà. Alors, une autre question pour toi, Eric. Alors là, c'est une personne en fait qui se trouve, qui est dans le domaine du tourisme. Oui. Et qui aimerait justement avoir ton avis par rapport à ce secteur-là. Ce qu'il nous dit ici, c'est bonjour madame, voilà, moi j'ai une entreprise qui permet de faire des voyages à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et pour l'instant, avec le Covid, on est aussi au point mort. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir redémarrer assez rapidement? Qu'est-ce que M. Kakou pense par rapport à ça dans le domaine du... Bon, alors, malheureusement, dans le domaine du tourisme, c'est difficile. C'est vraiment, 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 vraiment difficile. Je pense que
c'est même difficile de faire des pronostics parce que quand vous regardez tout ce que tous les experts disent là, personne ne peut vous dire quand est-ce que ça va redémarrer réellement. Et maintenant, quand on parle du domaine du tourisme, je veux quand même préciser qu'il y a différents sous-secteurs. Okay. Par exemple, au niveau de l'aviation, les pertes, en fait, sont évaluées à 4 milliards de dollars. Il y a beaucoup d'entreprises aériennes qui vont fermer. Des géants comme Ethiopian, qui n'ont jamais eu de problème depuis 60 ans que Ethiopian existe, vous disent qu'ils sont sérieusement, en fait, en danger. Ça, par exemple, c'est différent de ceux qui sont dans la restauration et qui nourrissent, par exemple, les fonctionnaires qui pourront reprendre dès qu'on aura permis aux personnes de commencer en fait, à travailler. D'ailleurs, même quand on regarde dans les quartiers aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurants qui avaient, des petits restaurants du quartier qui avaient fermé avec la crise, qui ont ouvert. Les gens qui vendaient des brochettes, etc., ils ont commencé en fait à travailler. Bon. Donc, si vous êtes dans le domaine en fait des tours, si votre clientèle, ce sont les touristes venant de l'étranger, vous êtes dans une situation un peu plus difficile que si votre clientèle, c'est aussi des touristes locaux. Parce qu'avec le Covid, il y a beaucoup de personnes qui avaient fait des voyages. Parce que ce truc-là, en fait, est tombé autour de janvier, décembre, disons décembre, février, qui est quand même une partie de la haute saison. Donc, c'est là que beaucoup de visiteurs internationaux, en fait, voyagent. Il y a des gens qui se sont, en fait, retrouvés bloqués dans des pays qu'ils ne connaissent pas pendant 20, 30 jours. Quand ils sont rentrés chez eux, il y a eu des quarantaines, etc. En plus de ça, dans les pays comme en Europe, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs emplois. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés malades. Il y a une sorte de psychose. Vraiment, avant que ces gens-là ne voyagent encore, tant qu'il n'y a pas vraiment de vaccin sur place, ça va être difficile. Ouais. Donc, pour moi, m'asseoir ici et vous dire, écoutez, dans 2 mois, 2 semaines, ça va reprendre, c'est pas sûr. Par contre, si dans ce que vous faites, vous avez la capacité de servir des clients locaux, en ce moment-là, ça va être plus facile pour vous de redémarrer. OK? Donc, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment, en fait, insister. Donc, j'essaierais vraiment de voir sortir un peu de tout ce qui est segment de type touriste, etc., pour aller plus vers des éléments comme les conférences, pour aller plus des éléments comme les tours locaux. Ça va être beaucoup plus simple, en fait, à redémarrer que tout ce qui est voyageur, en fait, international. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Oui. Mais malheureusement, je ne peux pas vraiment vous donner de pronostic ou de date parce que c'est difficile à prévoir. Oui, je suis d'accord avec toi, Eric, parce qu'effectivement, je lisais un article là-dessus où on disait que pour tous ceux qui sont dans le secteur du tourisme, il fallait peut-être oublier un peu tout ce qui était voyage et tout et se retourner un peu, voyage à l'étranger, hein, à l'extérieur du pays, et se concentrer en fait sur les locaux, en fait. Donc, pouvoir développer des activités, en fait, à l'intérieur du pays. Et peut-être que là, à ce moment-là, ils seront en mesure de relancer un tout petit peu leur activité. Ok, alors, je pense qu'on a une dernière question. Ok, alors la dernière question, c'est une question un peu qui est très ouverte. C'est un jeune en fait qui nous demande, Monsieur Kakou, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller à nous les jeunes par rapport justement à cette crise-là? Si on veut commencer un business, est-ce qu'on le commence maintenant? Est-ce qu'on attend un peu après pour voir comment les choses vont avancer? Bon, je pense que ce que je peux conseiller en fait aux jeunes dans cette crise, c'est déjà d'être flexible. Donc, j'insiste en fait sur la nécessité d'être flexible parce que quand on est en situation de crise, en fait, on n'a pas forcément toutes les options et tous les choix qu'on aurait aimé. Il y aurait, par exemple, il y a des gens qui vont graduer, qui vont sortir de l'école, en fait, cette année. Il y en a qui disent, voilà, moi, je suis ingénieur, il faut absolument que j'ai un emploi chez MTN. Mais bon, si MTN n'a pas assez de postes cette année, il faut prendre le poste que vous trouvez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette idée-là, vraiment, de pouvoir être flexible dans son état d'esprit, de pouvoir réellement, voilà, essayer des choses qu'on n'aurait pas forcément, en fait essayé. Bon, il y a en fait un proverbe qui dit que souvent, c'est dans la difficulté qu'on peut manger, en fait, en fait, un totem qu'on a. Bon. On est vraiment dans cette période-là où
certains d'entre nous vont être obligés de manger notre, en fait, totem. Donc, il faut déjà avoir de la flexibilité. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense qu'il ne faut pas se décourager. Il ne faut vraiment pas se décourager parce que si vous regardez autour, il y aura des opportunités. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, bon, il y a des gens qui vont dire, bon, moi, je suis en fait fatigué de gérer cette PME-là. Je suis prêt, s'il y a quelqu'un qui veut la reprendre, à travailler avec cette personne. Pour, pour des gens qui sont formés, qui sont jeunes entrepreneurs, au lieu de commencer à zéro, peut-être que ça crée des opportunités pour reprendre des activités en fait existantes. OK? Bon. Il y aura peut-être aussi des mécanismes de financement. Dans les financements dont on parle aujourd'hui, là, on parle de financement qui serait potentiellement garanti, au moins en partie, par le fonds de garantie qui a été mis en place. Mais si c'est le cas, il y a beaucoup de personnes qui n'auraient pas eu les garanties pour avoir accès au financement, qui auront peut-être du financement. Mais encore une fois, ça suppose d'avoir une bonne vision et un bon plan pour mettre ça en œuvre. OK? Donc, moi, je pense que c'est vraiment une période où il ne faut pas se décourager, mais je dirais aussi surtout, il faut aussi penser à s'entraider. La raison pour laquelle une communauté comme Entre-Africa existe, c'est vraiment cette notion-là de s'entraider. Partager l'information, voir est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des opportunités. Par exemple, quand on a parlé la dernière fois, il y a un jeune qui a noté que lui, il était à l'intérieur du pays, qui voyait beaucoup d'opportunités, qui ne pouvait pas en fait développer tout seul. Donc, il a invité d'autres personnes de la communauté à se joindre à lui. Peut-être que c'est le moment aussi de voir est-ce qu'on peut collaborer avec d'autres personnes pour pouvoir en fait avancer. Donc, pour moi, c'est tout ça. Ce sont des éléments qui donnent vraiment, qui disent que c'est pas le moment de baisser les bras, c'est plutôt le moment de persévérer. Super, super. Merci beaucoup, Eric. Alors, on Merci arrive en fait à la fin de notre Facebook Live. Donc, Eric, j'aimerais te remercier d'avoir participé donc à notre plateforme, Entre-Africa, à notre Facebook Live. Pour tous ceux qui auraient d'autres questions à poser à Monsieur Eric Akou, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours nous les envoyer et on s'assurera en fait de vous envoyer vos réponses. Eric, est-ce que tu as un dernier mot à partager ou peut-être un conseil ou deux, trois choses à retenir par rapport à tout ça? Écoute, le dernier mot que je veux partager, c'est qu'il y aura forcément un après-Covid. Si déjà vous êtes sur cet appel, que vous êtes en bonne santé, vous faites partie vraiment des chanceux. Donc, croyez vraiment en fait à l'étoile qui vous porte et sachez qu'il y aura un après-Covid et ne vous découragez pas. Merci infiniment. Super. Merci beaucoup, Eric. Donc, on a terminé notre Facebook Live. Je vais vous inviter donc à liker, à partager en tout cas ce Facebook Live pour que d'autres entrepreneurs puissent bénéficier des conseils de Monsieur Eric Akou. Continuez à nous suivre sur nos différentes pages Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Et donc, on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau sujet qui est en lien bien évidemment avec le Covid. Eric, merci beaucoup. Et puis, on se reparle très bientôt. Merci, Daisy. Merci. Bye bye.